parvenir à influencer les individus, à faire en sorte que les gens fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent, à les persuader. C'est un grand rêve de l'humanité, mais depuis quelques années, on n'a jamais été aussi proche de le caresser. Pourquoi ? Parce qu'on a deux grandes avancées majeures. Tout d'abord, on a l'avancée en matière de technologie digitale. Deuxième point, on a une avancée relativement intéressante ces dernières années en neurosciences et en sciences cognitives, et les deux ensemble font qu'on parvient effectivement aujourd'hui à influencer, dans une certaine mesure que l'on verra, à influencer les cognitions, ce que les gens pensent, à influencer leur comportement grâce à un grand nombre d'avancées scientifiques. Premier type de domaine que je développerai ce soir, on va aller du côté du neuromarketing. Alors qu'est-ce que le neuromarketing ? Je vous en parlerai. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça marche ? Et comme les publicitaires ont effectivement très vite utilisé le neuromarketing pour essayer de persuader davantage les individus, on va essayer de voir les aspects éthiques, parce que ça en pose. Deuxième domaine que je traiterai dans une deuxième partie, ce sont les serious games. Alors qu'est-ce que les serious games ? Ce sont des jeux vidéo qui ont pour objectif de réaliser des changements dans la manière de penser, dans les comportements, pour des domaines qui sont plutôt socialement valorisés. Comme commerce, social, santé, environnement. Voilà les grands domaines du serious game. Alors on peut se dire, le commerce, est-ce que c'est quelque chose de valorisé ou pas ? On verra. C'est ce qu'on appelle les advergames. Et de nouveau ici, c'est un domaine où les publicitaires ont immédiatement mis le nez dedans et ont fait des jeux vidéo qui étaient à vocation commerciale. Quels sont les aspects éthiques ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? C'est ce qu'on va voir donc dans cette conférence. Deux parties. Tout d'abord le neuromarketing et puis ensuite les serious games. Alors, on va tout de suite commencer donc par le neuromarketing, les apports, les limites et l'éthique. Tout d'abord, qu'est-ce que le neuromarketing ? À partir de neurosciences et des sciences cognitives, qu'on peut appeler entre guillemets les sciences du cerveau, l'objectif c'est de mieux comprendre les comportements de consommation et d'achat. Donc ça, on est plutôt dans la recherche scientifique, mais surtout dans le mode non conscient. Et deuxième aspect, influencer les comportements. Et ça, c'est plutôt dans un mode entrepreneurial, c'est pour les entreprises, c'est pour le marketing, influencer les comportements, mais aussi, pourquoi pas, dans un objectif d'utilité publique. Les principaux outils du neuromarketing. Alors, ce sont principalement les outils des neurosciences et des sciences cognitives, ou de la psychologie cognitive. Vous avez tout d'abord, vous le voyez ici, l'IRM, qui donne à peu près ce type d'image. Vous avez les électroencéphalogrammes, ici. Vous avez le fameux détecteur de mensonges, qui consiste à mesurer à la fois le battement du cœur, à la fois les réflexes qu'on appelle psychogalvaniques, autrement dit les réflexes de présudation essentiellement palmaires, couplés également avec la respiration, avec la tension notamment. Dans une moindre mesure, vous avez l'usage ici pour mesurer les effets de ce qu'on appelle les temps de réponse, un indicateur un peu plus fin qui est souvent couplé avec les autres outils. Vous avez ici également ce qu'on appelle l'eye tracker, enregistrement des mouvements oculaires. Donc quelques outils ici qui sont indispensables lorsqu'on pratique du neuromarketing. Alors pour bien vous montrer que le neuromarketing c'est quelque chose qui intéresse les entreprises et avant tout les entreprises, on va faire un petit détour du côté d'une vidéo. Peut-on lire dans le cerveau et faire des prédictions ? Les marketeurs peuvent-ils nous contrôler ? On va s'intéresser aux expériences qui sont faites pour essayer de mieux comprendre le comportement du consommateur. You want to try it? Sure. Isn't it something like a lie detector? On pose des questions aux gens et on attend la bonne réponse. Le marketing souffre. Des milliards de dollars sont dépensés dans le marketing.
Nous sommes exposés à 2 millions de pubs télé dans notre vie. C'est comme regarder 8 heures de pub par jour, 7 jours sur 7, pendant 6 ans. C'est la crise. Chaque dollar dépensé doit faire la différence. Avec le neuromarketing, chaque dollar dépensé dans le marketing est extrêmement efficace. Le neuromarketing utilise les nouvelles techniques d'exploration cérébrale. Et en principe, il n'y a qu'un objectif, comprendre notre subconscient. Bon, là, vous avez un extrait de ce qui intéresse surtout les médias, c'est est-ce que le neuromarketing peut gouverner notre inconscient? Et effectivement, ce qui a été dit dans cette présentation est extrêmement important. Un des principaux aspects du neuromarketing, c'est d'essayer d'aller dans notre inconscient. Alors pas dans notre inconscient freudien, notre inconscient qu'on appelle cognitif. Je vais vous montrer une première expérimentation qu'on mène dans le laboratoire, notamment à l'IRSIC, à Aix-Marseille Université. Une expérimentation qui a pour objectif de démontrer, non pas au service des entreprises, mais simplement pour l'aspect scientifique, de démontrer les effets subliminaux de la publicité qui est perçue sans conscience en vision périphérique. On est dans les nouvelles technologies, donc on va aller sur le web. Alors ici, l'expérience est la suivante. On va fabriquer un texte et on va faire venir des sujets dans notre laboratoire, sur Internet, avec comme histoire, comme consigne, on leur dit, on va essayer de montrer qu'il est possible ou pas d'apprendre sur Internet en lisant des textes. Donc on va leur demander de lire un texte ici et on a une caméra d'enregistrement des mouvements oculaires qui va suivre le regard des personnes. Vous l'avez d'ailleurs sur l'écran, ici. Mais ce que les personnes ne savent pas, et évidemment on ne leur dit pas, que ce qui nous intéresse, nous chercheurs, c'est essentiellement l'efficacité de la publicité qui est en haut. Là-haut. Donc on a fabriqué spécifiquement pour cette expérimentation une multitude de nouvelles marques qui n'existent pas. Et l'objectif, ça va être de faire tourner des marques, de les faire clignoter, pendant que la personne lit, mais en vision périphérique. La vision périphérique, c'est une vision que l'on a sur les côtés et en haut, qui est une vision en énorme partie non consciente. C'est-à-dire que quand vous me regardez moi, par exemple, votre œil voit un petit peu ce qui peut se passer là-haut, sur les côtés. C'est ça la vision périphérique. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'en aucun cas, l'individu ne doit avoir conscience qu'il y a des marques qui sont en haut de l'écran. Alors pour s'en assurer, on fait un système informatique qui fait que dès que l'œil quitte le texte, automatiquement, la bannière en question, Kadema, est remplacée par une fausse bannière qui ne nous intéresse pas. D'ailleurs, on le voit, vous regardez hein, l'œil qui fait ce mouvement-là, la bannière est remplacée, on met une fausse bannière qui ne nous intéresse pas, la personne reprend sa lecture comme si de rien n'était. On veut être certain que jamais elle ne regarde cette publicité. Et d'ailleurs, tout à la fin de l'expérience, une fois qu'on aura fini, on demande à la personne, mais la marque en question, ou les marques en question, puisqu'il y en a plusieurs, ces marques en question, est-ce que vous vous souvenez d'en avoir déjà vu, vous les avez déjà vues quelque part? Et tous les gens, sauf deux sur 400 et quelques sujets, toutes les personnes interrogées nous ont dit non, j'ai jamais vu les marques que vous me remontrez là, jamais vu. Donc on est certain que, un, avec cette caméra d'enregistrement des mouvements oculaires, l'œil ne regarde pas la bannière, deux, que les personnes ne sont absolument pas conscientes d'avoir identifié des marques, et donc on va leur poser des questions plusieurs jours après cette expérimentation-là. C'est-à-dire qu'on reprend les sujets plusieurs semaines après et on va leur représenter tout un tas de marques diverses et variées. Et parmi ces marques-là, les marques auxquelles ils ont été exposés une semaine auparavant. Donc vous l'aurez compris ici, l'objectif c'est d'essayer de voir si notre cerveau est quand même capable, même si on n'a absolument pas vu de manière consciente des marques, de les mémoriser et pourquoi pas de les aimer, voire éventuellement de les acheter. Ici, on n'ira pas jusqu'à l'achat. On va s'arrêter simplement sur des jugements. Résultats. Alors, comme ce sont des résultats scientifiques, j'ai essayé de les simplifier au maximum. Ceci dit, vous ne passerez pas ou vous n'échapperez pas à un
un tout petit peu de statistiques, très légèrement. Voilà les résultats. Vous avez ici 5 minutes après, premier groupe, avec 15 expositions de la marque. Le taux d'achat, il est de, j'ai l'intention d'acheter à 49%. Et vous voyez qu'il est extrêmement élevé par rapport aux autres, ou par exemple une semaine après, avec simplement 5 expositions, 5, ça baisse largement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une semaine après, avec 15 expositions, on a encore une intention d'achat qui est très élevée, bien plus élevée qu'avec 5 expositions. Et c'est statistiquement significatif. Ici, c'est en jaune, donc on est sûr d'avoir un résultat statistiquement significatif. Autre résultat intéressant, c'est qu'on va utiliser le temps que les sujets mettent à répondre. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur dont je vais parler tout à l'heure, qui est le temps de réponse. C'est la vitesse avec laquelle les sujets vont répondre. Quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes prêt à acheter? Est-ce que vous avez l'intention d'acheter cette marque? Évidemment, on est bien d'accord que les sujets ne s'en souviennent absolument pas. Ils pensent l'avoir jamais vue. On a la vitesse de réponse. Et la vitesse de réponse est d'autant plus intéressante que c'est un prédicteur des comportements d'achat. C'est-à-dire que plus on répond vite, plus il y a des chances que la personne achète réellement après. Alors, voilà les résultats. Pour notre groupe contrôle, les personnes répondent avec 2 secondes 233. À la réponse, oui, pourquoi pas, j'aurais envie d'acheter, mais je ne sais même pas trop pourquoi. 5 expositions, on est à 2223 millisecondes. Il n'y a pas de différence entre les deux, mais à 15 expositions, on a une chute assez forte et les personnes répondent bien plus rapidement qu'avec 5 expositions avec le groupe contrôle. Et c'est significatif, avec 2 chances sur 1000 de me tromper. Donc je peux effectivement dire ici que, en conclusion, même quand une publicité sur Internet n'est pas vue consciemment, elle peut tout de même influencer les récepteurs, à condition, 1, qu'elle soit répétée, on l'a vu 15 fois, et d'utiliser des outils bien particuliers pour mesurer. Donc voilà une première démonstration qui vous montre qu'effectivement, sur Internet, même si on n'a pas l'intention, même si on n'a pas la conscience de voir des marques, notre cerveau les enregistre et notre cerveau les aime davantage. Notre cerveau, dans un certain sens, aurait une tendance à essayer d'avoir une intention d'achat. On a poursuivi l'expérimentation avec une technique un peu différente, ce sont les pop-up. Alors les pop-up, vous savez, c'est les publicités qui apparaissent sur l'écran, qui est très embêtant d'ailleurs parce qu'il faut les enlever sur Internet, mais elles sont en vision centrale, d'accord? Elles ne sont pas sur le côté, elles sont en vision centrale. L'expérimentation qu'on a menée, c'est l'expérimentation suivante. On a mis des personnes sur un site Internet en leur demandant de consulter ce site comme ils le font dans la vie quotidienne, et puis des pop-up apparaissent pour des marques que nous, on essaye ici de maîtriser, inventées de toutes pièces, les personnes ne les ont jamais vues. Aussitôt vu, aussitôt oublié, ça apparaît 3 secondes. Et ça disparaît, c'est terminé. Les sujets, on les retrouve 3 mois plus tard. Je dis bien 3 mois plus tard. À la question qu'on pose, une fois que toute l'expérience est finie, est-ce que vous vous souvenez avoir déjà vu ces marques-là, les marques sur lesquelles ils ont été interrogés? Tout le monde nous dit non, je ne me souviens plus, je n'ai jamais vu ces marques. Évidemment, ils les ont vues, mais ils les ont vues tellement rapidement qu'ils les ont oubliés. Eh bien, les résultats montrent qu'on a tout de même, simplement, voilà quel type de pop-up, c'est très simple, en expérimentation on est obligé de faire des pop-up qui sont très simples, quel type de pop-up apparaissent. Et les résultats, je vous passe les statistiques assez rapidement, on pourra y revenir si vous le souhaitez, c'est que ici, les pop-up qui sont rapidement vus et aussitôt oubliés provoquent tout de même des effets positifs non conscients sur les jugements de la marque. Bien sûr, une semaine après, c'est très net dans les résultats, même si la personne a oublié. Mais surtout, ce qui est impressionnant, en tous les cas, on a été relativement surpris, c'est qu'on a des résultats, y compris 3 mois après. Et chose aussi très particulière, c'est qu'on a montré que les images sur les pop-up avaient tendance à faire davantage aimer la marque. Alors que le mot sur les pop-up ne fait pas davantage aimer la marque, mais il va plus ancrer le type de produit. Autrement dit, les publicitaires font très bien les choses. Ils utilisent à la fois des images pour vous faire aimer et à la fois des mots pour vous faire bien graver dans quel secteur de produit on est, dans quel type d'éléments sémantiques on est.
Donc ici, 2 expérimentations qui sont réalisées dans un domaine qui est très proche des sciences cognitives, qui montrent que la publicité sur Internet influence sans même qu'on en ait conscience. On a été un peu plus loin et on s'est dit, mais ça marche chez les adultes, avec des expérimentations qui sont très carrées. Est-ce que ça marche chez les enfants? L'expérimentation a été faite avec l'aide de Julien Tartaglia, toujours en collaboration. L'ensemble des expérimentations que je vous montre ici, vous le voyez, ont été faites en collaboration, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose dans les sciences expérimentales. Et donc ici, on s'est posé la question, chez les enfants, est-ce que ça fonctionne? Julien Tartaglia, qui a fait sa thèse là-dessus, a conçu ce site avec cette publicité qui est ici, marque inventée de toutes pièces, qui n'existe pas. Donc on est certain que si jamais il y a des traces, elle ne peut pas provenir de la marque qui aurait été vue dans la vie quotidienne, à la télévision, etc. Elle peut venir que de ce site-là. On met les enfants devant ces sites internet. Bien sûr, on a toutes les autorisations des comités de protection des personnes, etc. 270 enfants et adolescents de 11 à 16 ans, moyenne 13 ans, ont été répartis dans 7 conditions expérimentales. Et on s'est dit, est-ce que ça ne fonctionnerait pas aussi quand il y a du son? Parce que pour l'instant, ce dont je vous ai parlé, c'est du visuel essentiellement. Mais on essaye de mettre un son, et ce son, c'est tout simplement le nom de la marque qui va être prononcé une fois. À partir du moment où le pop-up s'ouvre, le nom de la marque est prononcé. En l'occurrence, ici, c'est Nectarine. Résultat, on retrouve nos enfants une semaine après, toujours. Évidemment, ils ne s'en souviennent pas. Ils ne se souviennent pas d'avoir déjà vu la marque. Ça, on leur pose des questions, on les incite vraiment à les chercher dans les souvenirs. Ils répondent alors qu'ils sont certains de l'avoir jamais vu. Et regardez ce qu'on trouve pour notre groupe contrôle non exposé. Ils répondent à la question « Est-ce que vous avez éventuellement l'intention d'acheter Nectarine ?» à 4 secondes 27. Ici, on est sur des millisecondes. Le groupe des exposés répond de façon bien plus courte à 1 seconde 8. Cette différence, elle est significative à plus d'1 pour 1000. Donc statistiquement, on a une très très grosse probabilité d'avoir effectivement un effet de ces publicités chez les enfants. On continue. Ici, on demande est-ce que vous aimez cette publicité, et on tient compte du nombre d'expositions. Et regardez ce qui peut arriver également, c'est que chez les non-exposés, on a 4 secondes 267, et que ce soit une exposition ou 5 expositions, il y a des effets. Toujours, c'est nettement plus court et c'est statistiquement différent. Et c'est d'autant plus marqué qu'il y a 5 expositions. Et il y a une différence entre 5 expositions et 1 exposition qui est à 2 pour 1000. Autrement dit, c'est très fortement significatif. Le son, maintenant, qu'en est-il? Quand il n'y a pas de son et quand les individus sont non exposés, ici, 4 secondes 27, à la question, est-ce que vous avez ici l'intention d'acheter la marque? Un seul sens, soit le son seul, soit l'image seule. Les deux ensemble, son plus image. Vous voyez que ici, le temps pour répondre « oui, j'ai l'intention d'acheter », je vous rappelle, c'est un prédicteur du comportement. Plus on répond rapidement, plus on a des chances de réellement acheter dans la vie réelle. Ici, il est nettement inférieur et c'est statistiquement significatif, ici, à 1%, quasiment 2%. Donc on est de nouveau dans un seuil tout à fait acceptable sur le plan scientifique. Ça veut dire que ici, conclusion, la publicité sur Internet pour influencer les enfants et les adolescents, sans qu'ils en aient conscience, parce qu'ils ne se souviennent plus de rien, ça marche, ça fonctionne, et c'est d'autant plus fort que ça associe visuel et voix off, et qu'elle est répétée. Alors, ici, je viens de vous présenter quelques expérimentations qui ont été dans un contexte de psychologie cognitive, de marketing, de neuromarketing, mais sans l'usage de ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. Je vais maintenant aller du côté du neuromarketing qui va utiliser l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Sans doute avez-vous déjà fait dans votre vie des IRM. Quand on a un problème quelque part, vous passez dans une espèce de très gros scanner, très perfectionné. C'est un grand tunnel qui fait beaucoup de bruit. Eh bien, les chercheurs utilisent ce type de tunnel-là, bien sûr, dans des recherches fondamentales. Et les hommes de marketing l'utilisent
quant à eux, dans un but appliqué. Alors, il faut bien faire une différence entre l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire des recherches en neurosciences, même dans un domaine de consommation, pour comprendre comment les gens achètent, décident, mais ce n'est pas dans un but d'améliorer les publicités, c'est simplement dans un but de compréhension. Et on a besoin de l'IRM, on a besoin de ces études-là pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Mais ici, dans le neuromarketing, c'est utilisé à des fins commerciales. Et donc, il faut bien faire une différence entre ces deux aspects. Allons donc du côté de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, dans un contexte où on travaille avec des marques. Alors, première expérimentation, qui a été l'expérimentation sans doute la plus marquante dans le domaine du neuromarketing, elle concerne Pepsi versus Coca. Pepsi contre Coca. On fait boire à des personnes qui sont dans une IRM du Pepsi et du Coca, tout d'abord en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas pour quelle marque c'est, ils boivent sans savoir si c'est Pepsi ou Coca. L'IRM nous donne le résultat suivant. Ici, il y a une activation là. Ici, je vous la prononce à la française. Ici, putamen en français. Ici, activation. Pour ceux qui ont fait des neurosciences, vous savez que quand il y a une activation de cette zone-là, c'est essentiellement lié à une activation, pour faire simple, hein, du plaisir. Autrement dit, bon, on aime bien. Pour Coca, résultat, rien du tout. Autrement dit, en aveugle, quand on ne sait pas ce qu'on goûte, Pepsi active davantage la zone du plaisir que Coca. En aveugle, on refait la même chose, seulement on va travailler en non aveugle. Et on dit aux personnes, voilà du Pepsi, goûtez. Voilà du Coca, goûtez. Lequel préférez-vous? Pour Pepsi, eh bien, on a toujours notre activation de notre zone du plaisir. Mais ce qui se passe, c'est que pour Coca, on a, lorsque les personnes savent que c'est du Coca, une activation ici d'une zone qui se situe juste devant, ici, que je vous ai mis en rouge, à peu près. C'est l'activation du cortex préfrontal médian, ici, qui est synonyme, dans de nombreuses expérimentations, d'une réflexion. Autrement dit, les gens réfléchissent, ce qu'on n'a pas chez Pepsi. Et au final, les gens nous disent « Ah ben, je préfère Coca ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des fortes chances que la personne ait réfléchi, qu'il est allé chercher toute la publicité et l'image de Coca qui est souvent meilleure que Pepsi. Et à ce moment-là, il va, grâce à la publicité, dire bah, « je préfère Coca ». Mais ce n'est pas un effet du goût directement sur les cerveaux, c'est un effet de la publicité et des réflexions conscientes. L'IRM permet de nous le voir ici. Et donc, vous voyez qu'il y a une possibilité d'avoir des effets qui sont marqués au niveau de la publicité, qui se voient sur l'imagerie à résonance magnétique. On a effectivement un impact directement sur l'imagerie cérébrale. Alors, ce que vont nous dire les publicitaires sur cette expérimentation, qui est une expérimentation plutôt explicative, où on explique, ça n'a pas une vocation commerciale, c'est qu'immédiatement, il y a eu énormément d'agences de neuromarketing qui se sont fondées, essentiellement aux États-Unis. En France, ça commence à venir, même s'il y a une réglementation qui est extrêmement restrictive sur l'usage de l'IRM, on en reparlera. Mais en Europe, vous avez énormément d'entreprises qui se sont fondées sur l'usage du neuromarketing dans des fins, notamment d'amélioration des packaging, de l'emballage, des publicités, etc. Et je ne vous cache pas que là-dessus, je suis relativement critique, dans la mesure où il y a un relatif détournement des expérimentations scientifiques à des fins commerciales. Alors on va en parler parce que ça pose des problématiques. Par exemple, les publicitaires nous disent ben, si vous voulez avoir une publicité qui marche, il faut impérativement une publicité qui active ici l'hippocampe, qui est la mémoire à long terme. Donc, allons-y allègrement, on met les personnes dans des IRM, pas en France, ça a été interdit il y a quelques années, mais ça se fait dans d'autres pays. Et puis on leur dit, bah voilà, votre publicité, elle est bonne, elle n'est pas bonne, simplement sur quelques petites activations de certaines zones. Les scientifiques qui travaillent en neurosciences vous diront qu'on ne peut pas, sur des activations de certaines zones, en tirer des conclusions aussi importantes pour des stratégies commerciales. Donc ici, il y a une utilisation largement abusive
de l'usage de l'IRM avec les problèmes éthiques que ça pose. On y reviendra. Autre expérimentation intéressante, celle-ci également réalisée par Chrysler, pour ne pas vous citer la marque. Juste, on montre à des personnes dans une IRM, on leur montre tout un tas de produits. Et lorsque on montre tout un tas de produits, ben vous avez ici la zone effectivement liée au plaisir qui va plutôt s'activer. Et chose intéressante, donc ici, chose intéressante, c'est quand on montre des produits qui sont fortement intéressants sur le plan hédonique, ben vous avez donc ce qu'on appelle les noyaux acubines. C'est un petit noyau, je vous l'ai mis ici. Alors, ces noyaux s'activent, mais quand on donne le prix des produits, vous avez, chose particulière, l'insula qui va s'activer, qui est une autre zone, qui est plutôt connue, on y reviendra après, parce que là ça pose aussi d'autres problèmes, qui est plutôt connue comme étant une zone qui s'active lorsqu'on est en situation de déplaisir, de douleur. Donc autrement dit, je montre des produits que j'aime bien, ben, il y a la zone du plaisir qui s'active, et je montre le prix, voilà, il y a la zone de la douleur qui s'affiche. Et au final, eh bien, ici, vous avez davantage de réflexions qui sont faites lorsque simplement la zone du plaisir est activée, lorsque la zone de la douleur est activée. Ici, le cortex préfrontal travaille nettement moins, c'est-à-dire que la personne, ici, n'a pas l'intention d'acheter. Et ici, ça se voit de nouveau sur l'IRM. Alors, quand je dis ça se voit sur l'IRM, c'est ce que, on va dire, nous font croire un grand nombre de personnes qui travaillent dans le neuromarketing. Ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, parce que dans le neuromarketing, vous avez un certain nombre de problèmes que les neuroscientifiques connaissent. Ceux qui travaillent de manière très sérieuse sur des neurosciences, par exemple du consommateur, en neuroéconomie, par exemple, là l'objectif ce n'est pas d'aider les entreprises, c'est simplement de comprendre ce qui se passe. Très intéressant, il faut le faire, il faut continuer. Ben, ces personnes-là vous diront, il ne faut pas aller trop vite, parce que déjà, premier point, avec l'IRM, on a quand même pas mal d'erreurs scientifiques. C'est-à-dire que depuis quelques années, là, il y a un certain nombre de publications qui paraissent sur le taux d'erreur dans les IRM. Je vous ai mis une petite illustration ici. On a jusqu'à 70% de taux d'erreur. Scientifiquement, il faut savoir qu'on accepte 5% de taux d'erreur, 70%, ça commence à faire beaucoup. Regardez ce qui se passe logiquement quand on met une personne dans une IRM, une personne qui est dite au repos mental. C'est très difficile, mais bon, on peut quand même y arriver. Au repos mental, on devrait arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Autrement dit, aucune activation de cette zone ici. Mais le problème, c'est que dans un grand nombre d'observations, on a quand même si la personne est au repos, une erreur ici qui est donnée par une mauvaise analyse des données, un problème de logiciel d'analyse des données, qui fait qu'il y a un faux positif qui s'allume, il y a une fausse zone qui s'allume. Donc ça, c'est un premier point, et ça arriverait plus souvent qu'on ne le croit à l'IRM. Alors je ne vous parle pas ici, heureusement, de l'usage de l'IRM à des fins médicales. Heureusement. Ici, je vous parle à des fins scientifiques. Deuxième, l'IRM mesure très mal les émotions. Ça, on le sait. Le problème, c'est que l'émotion, c'est la base du marketing. Quand on vous vend un produit, on vous l'entoure d'émotions. On vous met des belles chansons, des belles musiques, des belles... Et ici, on se dit que le langage verbal est bien plus fin que l'IRM pour détecter les émotions. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise le langage, on a 135 termes langagiers pour à peu près 20 grandes réactions affectives différentes. Pour l'IRM, c'est très limité. Alors avant, petite anecdote, avant, il y a longtemps, quand on utilisait l'IRM, lorsqu'il y avait une activation de l'amygdale, vous l'avez vu tout à l'heure, on disait c'est parce que la personne a peur. Et puis on s'est rendu compte que lorsque l'amygdale est activée, c'est pour tout un tas d'autres émotions et pas uniquement la peur. L'insula s'active de nouveau, plus ou moins. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que dans un grand nombre de recherches, ici, dans 20% des publications, on a une activation de l'insula.
Alors, c'est aussi bien pour des émotions positives que négatives. Alors, comment peut-on réellement avoir une précision au niveau des émotions avec une IRM? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas. Sauf, depuis 1 an, je vais passer très rapidement, mais depuis 1 an, on a l'usage d'un algorithme spécifique, ici, Multivoxel Pattern Analysis, qui montre que chaque émotion de base aurait, c'est paru en 2016, donc c'est relativement récent, aurait quand même des régions cérébrales qui sont tout à fait propres. Ceci dit, il faut des analyses de données extrêmement poussées. Et vous avez ici, par exemple, une démonstration d'une vraie spécificité des régions cérébrales sur les émotions. Mais ici, on est très loin du neuromarketing où les entreprises, pour l'instant, ne disposent pas de ce type de logiciel d'analyse des données. Ici, on reste encore dans des logiciels qui sont des logiciels de recherche. Donc, n'allons pas trop vite sur le neuromarketing. Je vais vous en donner un troisième problème. Problème de validité prédictive et de la rentabilité. Ce qui intéresse les hommes de marketing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir des mesures qui permettent de prédire ce qui va se passer. Par exemple, je fais une publicité, avant de la sortir, je la teste pour voir si effectivement, lorsque la publicité va sortir, est-ce qu'elle aura des effets bénéfiques sur l'attitude, sur l'intention d'achat, sur la mémorisation, etc. Donc, on a besoin d'un critère qui, relativement, arrive à une prédiction de ce qui va se passer si jamais la pub sort, ici. En IRM, jusqu'à présent, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On peut y arriver avec des outils classiques qui sont des outils comme le langage, comme on peut mieux y arriver que l'IRM. Alors, on a quand même quelques recherches, je tiens à le signaler, des recherches qui sont des recherches en neurosciences assez récentes, qui seraient, je dis bien seraient, parvenus à identifier, il n'y a que quelques recherches, donc il faut que ça continue, une zone qui pourrait prédire le comportement mieux que les intentions déclarées. Cette zone, vous l'avez ici. Ici, on est sur BA9-10 à peu près. C'est une zone qui est préfrontale, de nouveau, là. Il semblerait que sur les comportements liés à l'acte de fumer, ça pourrait être prédictif. Mais on commence, il n'y a que quelques expérimentations et en aucun cas, on peut en conclure que la publicité que telle entreprise est en train de faire ou va faire, elle va révolutionner. Non, en IRM, on est beaucoup plus modeste que ce type de données. Autre problème, le mythe de la blouse blanche. Alors effectivement, dans les entreprises, dans les agences de publicité, dans les instituts d'études, chez les annonceurs, ceux qui font de la publicité, quand on leur dit voilà, on va tester votre publicité avec des IRM, ah bah, génial, on a l'impression que c'est de l'appareillage chez des médecins, donc c'est du sérieux. Hein, c'est un peu le mythe de la blouse blanche, le mythe du scientifique. Donc immédiatement, on se dit allez, allons-y les yeux fermés. On a aussi autre problème d'un mythe qui est souvent associé, d'ailleurs dès qu'on a une nouvelle technologie qui sort, il y a des mythes qui sont associés. Autre mythe lié à l'IRM, c'est l'IRM serait dans l'esprit un peu collectif, un peu une photo de ce qui se passe vraiment dans l'esprit, dans le cerveau. C'est pas ça du tout l'IRM. Hein. L'IRM, ce sont un scanner qui est très complexe, qui va recalculer et avec des analyses de données très compliquées et qui va ensuite faire une surimpression colorée sur l'écran. Mais ce n'est pas une photo de ce qui se passe au niveau des neurones. Exactement, c'est bien plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste une simple photo. Mais il y a cette espèce de mythe aussi que l'on entend parfois de le cerveau, organe fabuleux, c'est 95% non utilisé. Alors ça varie, hein, des fois c'est 80, des fois c'est 90, 80. On n'utiliserait que 5% de notre cerveau. Donc c'est un organe fabuleux que l'IRM va pouvoir... Pas du tout, on n'en est pas là. Ceci dit, vous voyez que vous avez sans doute en tête certains films qui sont sortis il y a quelques années où on vous parle du pouvoir du cerveau. On est loin de tout ça. Et si effectivement on est obligé d'avancer tout doucement, parce qu'on sait des choses sur le cerveau, mais la plupart des choses on ne les sait pas encore, on est obligé d'avancer tout doucement et on ne peut pas se permettre d'avoir des conclusions aussi fines que ce que l'on a au niveau du neuromarketing. Autre problème avec le neuromarketing, c'est par contre là un problème de positionnement des entreprises privées. Parce que lorsque vous ouvrez une entreprise et que vous faites du neuromarketing, ben, vous avez intérêt à la rentabiliser. Hein, et il y en a.
Alors neuromarketing, sciences cognitives. Alors sciences cognitives, c'est un peu plus intéressant me semble-t-il, parce qu'on est moins sur l'imagerie médicale. Mais ici, on a quand même ce problème du positionnement. Autrement dit, on a intérêt à montrer que ça marche, on a intérêt à faire de la communication dans les médias, on a intérêt, etc. Et c'est un vrai problème ici du marketing, du neuromarketing. Parce que si le neuromarketing a intérêt à faire son propre marketing, s'il veut vendre. Donc autrement dit, venez chez moi, je suis une agence de neuromarketing. Et donc, il y a une argumentation commerciale derrière. Risque médiatique. Alors aussi, il faut bien savoir que quand une entreprise, une grande marque fait du neuromarketing, vous avez pu voir quelques émissions, quand les médias en parlent, ça a tendance à un peu casser. C'est-à-dire que si vous vous appelez une grande marque de restaurant type fast-food et que vous mettez des gens dans des IRM pour savoir si on doit améliorer dans quel sens, etc., et si ça se sait, c'est très mauvais pour votre image de marque. C'est très mauvais. Je vous passe des grandes émissions qui l'ont montré. Regardez sur Cache Investigation, par exemple, spécifique sur le neuromarketing. Intéressant, parce que là, on vous a montré, on vous a cassé des marques et des personnes qui ne savaient plus où se mettre tellement ils étaient honteux d'avoir utilisé l'IRM. Donc ici, attention, à l'heure où les entreprises aujourd'hui veulent être le plus éthique, le plus transparent, veulent travailler dans le développement durable, veulent essayer d'être le plus proche possible des consommateurs dans un esprit plus humaniste, ça fait mal quand on arrive à démontrer qu'elles ont utilisé l'IRM. Parce que dès qu'il y a l'IRM, il y a une espèce de chape de plomb de manipulation. On va être accusé de manipulateur. Parce que dans l'esprit des gens, la manipulation, c'est très proche quand on parle de l'IRM. Et enfin, dernier point, c'est que posons la question maintenant de qui paye. Qui paye quand une marque fait tout ça? Eh bien, c'est ceux qui achètent. Autrement dit, quand vous allez vous acheter une marque, une partie de votre achat va être utilisée pour faire ce type d'études. Autrement dit, vous avez le consommateur qui utilise les outils qui vont eux-mêmes l'influencer. Autrement dit, les consommateurs payent eux-mêmes leurs propres outils qui vont les influencer. Allons-y gaiement, c'est le serpent qui se mord la queue. Autrement dit, je paye, une partie de ce que je donne à la marque va être utilisée pour effectivement ensuite être utilisée pour faire des études. Alors, l'éthique dans tout ça, c'est important. Effectivement, l'éthique, on pourra en parler après. À mon sens, on ne peut pas avoir l'usage de science, l'usage d'outils scientifiques si on n'a pas derrière un raisonnement éthique. Les influences non conscientes, il y a de l'éthique derrière. On est très proche de la manipulation. Donc ici, posons la question, dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce qu'on est dans une société qui autorise la manipulation, qui autorise... Même si ça ne fonctionne pas comme on le dit, il y a une intention derrière. Il y a une intention. Et que fait le chercheur face à ça? Eh bien, soit il aide les entreprises. Il y a des collègues qui le font. À titre personnel, je pense que c'est plus intéressant de transmettre les résultats au grand public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour que, partant d'un principe relativement démocratique, on puisse savoir comment on essaye de nous influencer, comment on est influencé, comment on essaye de nous influencer. Eh bien ça, c'est la moindre des choses dans un système qui se veut démocratique pour essayer de faire des achats beaucoup plus rationnels. Dans ce que je viens de vous raconter, on était dans le changement des pensées, des intentions d'achat, des attitudes à l'égard de la marque. Mais qu'en est-il des comportements? Peut-on, avec les technologies, véritablement changer les comportements? Je vais doucement glisser sur la deuxième partie de cette conférence, qui est la partie qui traite des serious games, des jeux vidéo, puisqu'on dispose aujourd'hui effectivement d'outils qui vont nous permettre d'influencer réellement les comportements. Alors, les serious games numériques, ici, pour influencer les comportements, et je vais surtout m'intéresser aux comportements eux-mêmes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un serious game? C'est en gros un système informatique qui va utiliser le système des jeux vidéo pour essayer de réaliser des objectifs sérieux, d'où le terme de serious game, c'est-à-dire apprentissage, c'est-à-dire éducation, c'est-à-dire santé, c'est-à-dire protection de l'environnement, et immédiatement, comme ça marche plutôt pas mal, vous le verrez, les publicitaires ont utilisé l'outil et c'est devenu des advergames
autrement dit des jeux publicitaires. Alors, la technologie, c'est essentiellement grâce à l'Internet, mais vous avez des systèmes 2D que vous avez sur des applis mobiles. Vous avez des systèmes 3D avec des environnements comme des casques, donc qui vont bouger avec le corps. C'est utilisé dans tout un tas de domaines, je viens de vous en parler. Alors le principe, c'est qu'on va vous mettre dans un environnement qui est soit en 2D, soit en 3D. Bon, on va partir des environnements 2D qui sont des applis mobiles, tout simplement. Et ici, on va vous demander de résoudre dans ces environnements-là des problèmes ludiques, un peu comme des jeux vidéo, quoi. Vous avez une tâche, vous devez le faire, c'est des tâches qui sont plutôt marrantes. Mais ici, le but, c'est d'avoir des changements dans la vie réelle, ce coup-ci, qui sont en lien avec ce que vous avez fait sur l'écran, qui sont des changements qui sont de nature comportementaux, mais aussi de nature socio-cognitive, les connaissances que je sais, mes intentions de faire dans la vie quotidienne, par exemple, mes motivations, mes savoir-faire, mes compétences. Quelques exemples. Eh bien ici, je vais aller dans le domaine de la santé pour vous montrer comment, dans le cadre d'un serious game, on va pouvoir, par exemple, aider des diabétiques. Ici, c'est pour lui montrer comment, dans la vie quotidienne, selon tout un tas d'événements qui peut se passer, il peut être capable d'avoir une vie complètement normale. Alors ici, c'est un jeu. Donc par exemple, vous allez faire une activité. Donc ici, on clique, je décide de voyager. Et là, on va vous expliquer avec des jeux, et vous allez vous amuser vous-même. Et là, vous jouez, on s'amuse. On donne la réponse. Et vous voyez que quand on est adolescent et qu'on n'a pas encore des connaissances, ça peut être extrêmement intéressant. Et on explique comment et pourquoi. Alors, j'avance un peu. Ici, on va faire sa valise. On va faire sa valise pour partir. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la valise? Alors, il va choisir. Donc, de nouveau ici, l'enfant ou l'adolescent, il est dans son environnement virtuel et il doit bien sûr pas oublier son insuline, il ne doit pas oublier tout. Et donc, il va choisir dans l'environnement ce qu'il doit prendre ou pas prendre. Alors là, on lui dit, attention, vous avez oublié du matériel essentiel, l'insuline, etc. Ensuite, on lui montre qu'il est dans l'avion. On lui demande couloir ou fenêtre, et là on choisit. Donc on s'amuse, on joue. Alors là, voilà, ce qu'on lui dit. C'est vrai qu'il y a de belles choses à voir à travers le hublot, mais pensez que vous risquez d'être gêné, de déranger pour avoir accès à votre matériel de soins en cas d'urgence. Bon, vous voyez comment ici, par l'intermédiaire d'un jeu, on va montrer comment il est possible d'avoir une vie complètement normale lorsqu'on est diabétique. Alors, le serious game est intéressant en cela parce que ici, on va avoir une vraie modification de tout un tas d'éléments liés à ce qu'on sait, mais aussi des comportements. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace? Donc il y a des chercheurs qui ont essayé de mesurer l'efficacité. Je vais prendre un cas particulier qui est ce coup-ci dans le domaine des serious games qui ont pour vocation de modifier les modes de vie, alimentation et activité physique, pour faire plus d'activité physique et pour mieux manger. Eh bien, les résultats ont montré que effectivement, lorsque des personnes jouent au serious game, ils ont tendance à vraiment, dans le domaine de la nutrition, manger davantage de légumes, boire essentiellement de l'eau, baisser leur sédentarité et à marcher davantage. Et non seulement il y a une vraie modification des comportements, et on le montre, mais aussi il y a une modification des connaissances. C'est-à-dire que les personnes connaissent mieux comment on doit mieux manger, pourquoi je dois bouger, etc. Il y a une vraie modification de ce que je sais et j'ai appris des choses là-dessus. Et en plus de ça, les personnes ont une vraie intention de continuer et de poursuivre. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'effet vraiment sur le long terme.
parce que c'est relativement nouveau et il semblerait que les personnes, si elles ne recommencent pas à jouer, apparemment cessent leur comportement sur du long terme. Donc ici, c'est encore un petit point qu'il va falloir retravailler dans le domaine des serious games, c'est si on arrive à changer les comportements à court terme, il y a encore un petit problème sur les comportements à long terme, parce que effectivement, pour garder l'habitude, on est obligé de continuer. Alors, quelques autres avantages des serious games, ça peut se jouer partout, sur les smartphones, donc ça c'est très intéressant, on peut influencer les gens partout. C'est à la mode, le mode du jeu, ça intéresse tout le monde. Et surtout, ici, pour les ados, il n'y a pas derrière une espèce de moralisation mal vécue où il y a le père ou la mère qui dit « il faut faire ça, il faut faire ça ». Là, il joue en autonomie avec son jeu, donc c'est plutôt intéressant. Et ça marche, quel que soit l'âge. Dans les études, on a montré que ça marche aussi bien chez les personnes jeunes que les personnes plus âgées, chez les femmes que chez les hommes. Ça marche dans tous les cas. Alors vous voyez que voilà un cas enfin sympa où on n'a pas d'effet négatif des écrans, puisque là, on n'arrête pas de taper sur les écrans, à titre personnel, moi, souvent le premier dans mes recherches. Mais là, enfin, un type d'écran où il y a des effets positifs, et ça permet de diminuer la sédentarité. Quelques inconvénients quand même, c'est que quand un médecin va devoir utiliser, prescrire, pourquoi pas, ce type de jeu, la personne va rester toute seule avec son écran, et donc il n'y a plus ce triangle entre le patient, le jeu et le médecin. Le médecin, quelque part, il est un peu zappé. Et on sait qu'il y a une extrême importance de la présence du médecin pour faire notamment le principe de l'alliance thérapeutique que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire que sans thérapeute, ça marche moins bien. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors, ici, je viens de vous expliquer que ça marchait, c'était efficace. Ce qui intéresse le scientifique, c'est comment, sur le plan cérébral, sur le plan cognitif, comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, je vais vous le dire très rapidement, lorsqu'on est dans un environnement virtuel, eh bien, on travaille sur un principe d'essai-erreur. C'est-à-dire que si vous êtes dépendant de l'insuline, en général, faire des essais-erreurs, dans la vraie vie, ça peut coûter cher en termes de santé. Hein. Donc, parfois, on n'a pas confiance en soi, surtout la première fois. Là, maintenant, c'est beaucoup plus tranquille parce qu'on fait ces erreurs dans un environnement virtuel. Donc, quelque part, on est protégé. Ce n'est pas si grave que ça, hein, les erreurs. C'est répété. C'est-à-dire qu'on va répéter un principe de « je fais une erreur, je répète, ça y est, je ne la fais plus ». Ça marche, je répète, ça y est, ça marche bien. Il y a un système de récompense symbolique. Bravo, vous avez gagné, etc. Et donc, à partir de là, ici, on a un principe bien connu, qui est le principe donc, de l'apprentissage, qui est un principe bien connu des psychologues. Apprentissage par un principe d'essai-erreur répété. Deuxième cas, deuxième principe, c'est qu'on va rentrer dans un système d'apprentissage qu'on appelle le modelage. C'est-à-dire que je vais regarder des avatars, mon avatar, en train de faire des choses sur un écran, et je vais donc regarder et apprendre. Dans la vie quotidienne, on apprend beaucoup en regardant les autres. Eh bien, il semblerait qu'on apprend aussi beaucoup en regardant un avatar fonctionner. C'est-à-dire en regardant un petit personnage faire des choses sur l'écran. Et on aurait tendance à le refaire. Ce qu'on appelle un modelage, c'est un principe bien connu des psychologues, ou un apprentissage qu'on appelle aussi social. Et enfin, troisième principe, c'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire que quand on joue à un jeu vidéo, on rentre dans un espèce d'état très particulier, un état qui procure une activité relativement non attentionnelle, on fait quelque chose comme ça vient, on est dans un état hédonique très fort, et on a montré que quand on est dans un état, de cet état-là, le flow, ça a optimisé l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le jeu, on est tellement engagé dans le jeu, qu'on apprend beaucoup plus, on est dans un état agréable et on a envie d'y rester. Alors, ici, ce qu'on a essayé de faire dans notre laboratoire, et c'est la dernière expérience dont je vous parlerai, ce qu'on a essayé de faire dans notre laboratoire, c'est on a essayé de montrer que ça fonctionnait, mais dans un cas très précis qui est l'écologie, la protection de l'environnement. Alors, on a fabriqué notre propre serious game et on s'est dit, avec donc cette technologie, on va essayer de voir si on peut vraiment changer les comportements, non seulement immédiatement, mais aussi plusieurs jours, on est allé jusqu'à 15 jours après. Qu'est-ce que ça peut donner?
Alors, on a fait notre serious game. Le principe du serious game, c'était le suivant. On mettait des personnes dans un environnement virtuel qui était un appartement et on demandait de changer des ampoules classiques contre des ampoules à économie d'énergie pour essayer de faire le maximum d'économie d'énergie et pour la sauvegarde de la planète. Et puis, la personne devait faire un rapide calcul en disant, voilà, c'est cette ampoule-là que je dois changer, c'est cette ampoule, etc. Et puis, à la fin, on avait les gains en disant, voilà, bravo, vous avez réussi à économiser l'équivalent de tel temps d'énergie, etc. On a fait 2 versions de ce jeu. Une version qui était très fortement interactive, où la personne jouait. Et une autre version où la personne ne faisait que regarder le système jouer tout seul sur l'écran. Parce qu'on avait émis l'idée que lorsqu'on regarde et qu'on joue uniquement dans sa tête, sans avoir l'acte de l'interactivité, c'est-à-dire que le mouvement du doigt sur l'écran ou de la souris, ça influençait nettement moins bien. Donc c'est vraiment le fait d'appuyer sur l'écran ou de cliquer avec sa souris et pas simplement de jouer dans sa tête. Donc c'était l'hypothèse qu'on avait testée et on est allé un peu plus loin puisqu'on s'est dit on va faire un autre type, une autre version de ce même serious game où on va demander aux gens de simplement s'engager par petites signatures numériques sur un écran à changer effectivement chez elles dans les jours qui suivent quelques ampoules, je crois que c'était de mémoire 2 ampoules à économie classique contre les ampoules à économie d'énergie. Et la personne disait « oui, je m'engage ». Oui, ça ne mange pas de pain, hein, c'est le genre de petits trucs qu'on met sur Internet, oui, je m'engage. Et puis aussi, on a envie de se dire aussitôt mis, aussitôt oublié. Mais on a des théories, notamment les théories de l'engagement en psychologie, qui montrent qu'à partir du moment où on fait un tout petit acte, on est engagé dans un plus grand acte derrière, et on a tendance à effectivement le faire. Donc on a testé cette hypothèse. On s'est mis à l'entrée d'une grande surface de bricolage. On a pris 388 sujets qui rentraient dans la surface de bricolage. Au hasard, on les a dispatchés sur les différents jeux. Et puis, on les a suivis dans le magasin, à leur insu. On leur a expliqué après qu'on était là pour les... À leur insu, on a regardé ce qu'ils achetaient. Et effectivement, l'objectif, c'était de voir si, en fonction du jeu sur lequel ils étaient, ils achetaient davantage d'ampoules à économie d'énergie. Donc là, on est sur des comportements immédiats. Et ensuite, on les a recontactés 15 jours plus tard pour savoir si effectivement ils avaient mis ces ampoules à économie d'énergie chez eux, s'ils les avaient installées dans leur domicile. Et puis on leur a posé tout un tas de questions sur est-ce qu'ils se souviennent des arguments, est-ce qu'ils aiment les ampoules à économie d'énergie, etc. Résultat, on a toujours scientifiquement un groupe contrôle qui est ici. C'est-à-dire que sur 100 personnes, on a eu 2 ampoules, 1 achetées dans le groupe contrôle. Très faible. Dans le groupe où le jeu était non interactif, c'est-à-dire qu'on ne faisait que regarder le jeu se dérouler devant nous, 5,4 ampoules achetées pour 100 personnes. Et dans le jeu qui était interactif, où les gens jouaient eux-mêmes, 16%, très hautement significatif, ici, à 1%. Donc autrement dit, c'est bien, c'est pas le fait simplement de jouer dans sa tête, mais c'est le fait de jouer avec l'écran, de cliquer sur la souris, qui fait que ça engage les gens et les gens achètent effectivement ensuite plus d'ampoules. On s'est dit 15 jours après, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'installation effective? Alors, notre groupe contrôle que vous avez toujours ici, 2,1% qui ont installé. Et lorsque les personnes ont à la fois joué avec un jeu interactif et ont signé oui, je m'engage à changer l'ampoule. Oui, c'est petite signature qu'ils ont fait 15 jours avant, mais simplement, je mets mon nom et puis ça prend même pas 30 secondes. On est à 92%. Alors que ces mêmes personnes qui ont joué un jeu interactif sans s'engager sont à 47%. Très hautement significatif. La différence entre les deux est statistiquement significative. C'est-à-dire qu'en conclusion, lorsqu'on est dans un jeu qui est interactif et que les personnes en plus s'engagent, ben les personnes ont tendance à véritablement installer des ampoules à économie d'énergie dans leur domicile. Donc ici, on a également montré que lorsque le jeu est interactif, eh bien, il y a tout un tas d'effets qui sont des effets sur à la fois la mémorisation des arguments, sur l'intention de continuer à en mettre. Donc les serious games, effectivement, ça agit sur les comportements immédiat et ça agit sur les comportements plusieurs jours après, sous certaines conditions. On l'a vu, il faut que ce soit très fortement interactif, il faut qu'il y ait encore mieux signature d'un engagement. Mais ce type de jeu, il a été évidemment utilisé par les publicitaires
Donc c'est passer des serious games à des adver games, advertising, qui veut dire publicité. Et donc à partir du moment où les publicitaires ont utilisé ce type de jeu, l'objectif c'était effectivement, vous le voyez, quelques petites démonstrations, quelques petits exemples, eh bien un petit jeu avec Quickie, le lapin, Nesquik, hein, ou si on a le temps tout à l'heure, la phase de questions, je vous montrerai, hein, Quickie, il faut le faire descendre avec un skateboard, et puis une fois qu'il a fini, il prend son verre de Nesquik, et puis il aime ça, hein, puis on le voit, etc. Donc ici, attention, parce qu'on est dans les mêmes ficelles, les mêmes techniques, les mêmes procédés que dans les serious games pour la santé. Voilà quelques exemples. Le problème que ça pose, parce que là, du coup, il y a des vraies limites, c'est que, ça cible essentiellement les enfants, et les enfants n'ont pas nos propres réponses, nos défenses cognitives. Deuxième point, on sait qu'au niveau cérébral, la marque, elle est très fortement mémorisée avec des émotions positives, et ça marche très bien. Plus vous associez une marque avec des émotions positives en mémoire, plus la marque, elle va rester associée avec des émotions positives. Donc quand vous mettez Quickie en train de faire des trucs sympas, etc., Quickie c'est le lapin, eh bien il y a des chances que ça reste. Et effectivement, l'a montré, ça reste. Il y a plein d'études qui montrent que associé avec des émotions positives, la publicité est nettement mieux mémorisée. Mais là, le problème, c'est que c'est un produit alimentaire et que c'est un produit qui n'est pas forcément bon pour la santé et qu'un grand nombre de serious games ou d'adver games sont des jeux publicitaires qui sont faits pour des produits dont la qualité nutritionnelle n'est pas bonne. Donc, autrement dit, ici, on a des études qui montrent lorsqu'on voit des images de personnes en train de manger ou en train de boire, ça donne envie de manger ou de boire lorsqu'on est par exemple devant sa télé. On l'a montré. Et souvent on boit ou on mange la première chose qui fait qu'on a sous la main. Et souvent chez les enfants, c'est des biscuits, c'est des trucs salés, c'est des trucs, etc. Une étude américaine a montré que plus d'un tiers des enfants obèses ne l'auraient pas été en l'absence de notamment publicité à la télévision pour les produits de mauvaise qualité. Un tiers des enfants obèses. Or, les habitudes alimentaires se prennent pendant l'enfance. On le sait. Et même, étude très récente, si on mettait un message sanitaire, vous savez les messages sanitaires qu'on a en bas des publicités, manger 5 fruits et légumes par jour, même si on met ce type de message sur des jeux type adver game, ça ne suffirait pas à diminuer leur impact. Donc autrement dit, je terminerai sur une question éthique, un aspect éthique, c'est que faire des adver games qui sont pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle. Ici. Et de nouveau, on va poser la question qui fâche, c'est qui paye? Et de nouveau, quand vous achetez un produit, vous allez payer la fabrication du serious game, nécessairement. Mais non seulement vous payez la fabrication du serious game, comme du Nesquik, du Quickie, par exemple, mais en plus de ça, si jamais il y a des effets néfastes des produits, etc., la personne devient obèse, diabétique, ce qui prédispose au cancer, etc., eh bien, on va payer aussi la sécurité sociale. Donc on paye deux fois. On paye deux fois. On paye à la fois la fabrication du produit, du serious game, mais aussi on paye la sécurité sociale qui va payer les conséquences des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Donc ici, il y a peut-être un truc éthique à réfléchir. Moi, je trouve ça bizarre, à titre personnel, qu'on ait ce double paiement. Bon. À réfléchir. Et donc, en conclusion, ici, si j'ai essayé de montrer l'impact du neuromarketing, l'impact des technologies digitales, notamment sur les comportements avec les serious games, eh bien, on n'échappera pas aux questions éthiques, aux questions de la manipulation. C'est-à-dire ici, si on utilise ces serious games pour de la santé, pour de l'éducation, pour de l'apprentissage, par exemple, pour l'écologie, il y a quand même des questions éthiques à se poser. Mais sans doute est-ce socialement plus valorisé que pour des buts purement commerciaux, notamment pour des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé. C'est une question que je vous renvoie, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question éthique. On doit tous avoir un point de vue là-dessus, parce qu'il y aurait des conséquences. Et c'est toujours bien, les scientifiques aiment bien aussi, à un moment donné, quitter les laboratoires, et aller poser des vraies questions scientifiques, des vraies questions idéologiques, en plus des questions scientifiques, parce que c'est aussi notre travail, on est inséré dans la cité, on a une responsabilité. Je terminerai juste par un dernier point, c'est que, à titre personnel, je travaille au ministère de la Santé, au Conseil pour la santé publique, et une des préconisations qu'on a fait au gouvernement, c'était purement et simplement d'interdire ce type de serious game et d'adver game pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle, notamment sur Internet, à des heures où
les enfants sont présents, autrement dit par exemple 7h, 22h, et d'une façon plus générale d'essayer, pour terminer sur une note plus éthique, d'interdire tout ce qui peut être usage des technologies digitales sur le web, sur le net, les réseaux sociaux, pour les produits de mauvaise qualité nutritionnelle, parce qu'on sait que ça a un impact. On sait que ça a un impact, et la question donc, sur laquelle peut-être pouvons-nous ouvrir un débat, c'est si ces technologies fonctionnent, pour quelle société, pour quel avenir, tant au niveau du commerce qu'au niveau de la santé, autrement dit, quelle société peut-on faire demain avec ce type d'outils? Merci.